On va mettre une petite pause sur le Grand Prix si vous voulez bien, parce qu'on attend le prochain gagnant qui doit arriver. Il est en train de traverser Paris à toute vitesse, fou de joie d'avoir gagné son prix. Messieurs, dames du jury, je ne vous chasse pas, mais je vous invite à vous asseoir devant. Ouais, reste. Voilà. Et par contre, dans quelques minutes, on va vous revoir. Et ce qui était prévu dans le planning, plus tard, mais va être maintenant, on va parler de PXN. On a voulu leur donner une fenêtre de dialogue parce que cette initiative, cette association nous paraît vraiment assez exceptionnelle et vraiment dans l'esprit de ce qu'on essaye de faire nous au Cross Video Days depuis 6 ans. Donc on est très heureux qu'ils soient venus chez nous, qui est un peu chez eux pour prendre la parole. Donc Margot Missika Upian, Arnaud Collinard, on appelle lui Pierre Catan. Pierre Catan encore Pierre Catan. Et Benjamin Hoguet qui va animer tout cela et cette discussion. Soyez tous les bienvenus. Merci Bruno. Et merci à PXN de nous rejoindre. On a le bureau là, on a les big boss de PXN. Je vais tout simplement, qui veut prendre la parole, présenter rapidement l'asso. Madame la Présidente. La Présidente. Voilà. Comme il y a une seule fille sur scène, c'est elle qui parle. C'est la mixité, l'égalité homme-femme. Donc on est tous producteurs d'expériences numériques. Et du coup, on a décidé de se réunir dans une association à un moment où, de notre point de vue et du point de vue assez global, l'accès à l'information et à la culture se fait massivement via des nouveaux canaux de diffusion. Et il nous semblait important de défendre et de participer, d'œuvrer et d'aider la mutation numérique des industries culturelles et créatives. Donc on a vocation à réfléchir et à aider et à pousser, même s'il le faut, les institutions culturelles à mettre en place une politique ambitieuse en matière de numérique, que ce soit sur le fond, donc sur la manière de créer des contenus, sur la forme, donc ces nouveaux canaux ont des spécificités qui nécessitent des nouvelles manières d'écrire et de produire, et évidemment sur des questions de distribution, parce que ça pose des vraies questions à ce niveau-là. Et du coup, voilà, l'idée c'est d'accompagner toutes ces institutions françaises notamment qui ont participé au développement de ce secteur, donc le CNC, France Télévisions, Arte, Radio France, les fonds régionaux. Et on a la chance d'être dans un pays où les institutions publiques se sont emparées de ces sujets depuis quelques années. Mais on pense maintenant qu'il faut vraiment structurer le secteur, démultiplier les investissements et arriver à une politique cohérente et importante pour ces nouveaux canaux. Et donc moi je dis un mot sur les membres. L'idée c'était quand même de fédérer un peu les revendications et le savoir-faire, l'expertise d'un certain nombre d'acteurs, et notamment en premier lieu les producteurs, même si l'idée c'est pas du tout d'être un cercle fermé de producteurs qui réfléchiraient entre eux pour défendre leur précaré. Au contraire, puisque même si elle l'accueille en tant que membre des producteurs pour l'instant, et pour l'instant français, mais l'idée aussi d'élargir au niveau international, évidemment on va mettre en place les outils nécessaires pour pouvoir faire remonter les informations des différents acteurs. Donc on en a parlé ce matin très rapidement, mais informations qui proviennent à la fois des auteurs, créateurs, makers dont on parlait tout à l'heure, et à la fois aussi une discussion évidemment très nourrie et très en partenariat avec les diffuseurs, puisque ce sont eux qui sont aussi en première ligne, notamment dans les unités spécialisées des chaînes, j'en vois quelques-uns, en première ligne de ces problématiques de moyens et de diffusion. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre, moi ? Oui, alors... c'est pas très bien organisé parce qu'on est une petite association encore jeune, mais on compte sur la puissance du groupe pour se renforcer. Donc on recrute, donc on attend que des producteurs français et étrangers nous contactent pour qu'on se renforce, qu'on partage des convictions et des problèmes et qu'on puisse trouver des solutions intelligentes. Et on se positionne de manière assez spécifique comme un think and do tank, c'est-à-dire un cercle de réflexion et d'action
pour faire avancer ces sujets. Voilà. Eh ben, merci pour cette présentation. Alors, j'ai une première question qui est, ça fait un certain temps que vous faites ça, certains plus ou moins longtemps, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a finalement donné le petit coup d'accélérateur? C'est quoi? C'est une urgence? Ça devient urgent de le faire? Ou tout simplement ça s'inscrit dans une espèce de structuration normale de notre milieu, de notre petit milieu encore? Je pense qu'il y a plusieurs logiques. La première, c'est qu'on est un secteur qui petit à petit arrive à maturité au sein des producteurs, mais aussi au sein des diffuseurs, des auteurs. Donc ça, on arrive désormais à avoir des œuvres avec des succès d'audience, des succès critiques, une visibilité à l'international. Et ensuite, il y a un contexte d'usage. On voit que le numérique est de plus en plus important dans les usages que l'on a, y compris des programmes linéaires et des programmes audiovisuels. Et après, en fait, il y a des raisons politiques. Et très clairement, le 11 janvier a aussi, je pense, accéléré consciemment ou non cette dynamique-là. C'est que après le 11 janvier, un certain nombre d'entre nous, on a eu l'impression que l'État et le ministère de la Culture, par exemple, découvraient l'importance des réseaux sociaux dans la transmission des informations et dans la transmission de la culture, qui est la base de la construction de la citoyenneté. Et la plupart des producteurs qui sont dans cette association, ou une grande majorité, travaillent pour le service public et on se sent très proche de ces problématiques de transmission culturelle et de création d'une identité au travers de la culture. Et donc, c'est tous ces facteurs-là, à un moment nous ont amenés à passer à l'action, avec aussi le sentiment de faire face à un plafond de verre à différents endroits, plafond de verre qui existe aussi chez les diffuseurs. Excusez-moi. C'est-à-dire, on a nos partenaires au sein des chaînes qui travaillent sur les nouveaux médias ont souvent beaucoup de difficultés à faire aboutir leurs propositions de projet puisqu'ils sont dans des structures qui n'ont pas forcément accompli cette transition numérique. Et tout ça a créé un contexte qui a donné lieu à cette association. Pour l'instant, vous êtes beaucoup, voire quasiment tous, plutôt attachés au monde de l'audiovisuel. Et tu parlais justement là aussi de représenter une dynamique culturelle qui ne contient pas que l'audiovisuel. Est-ce que le but, à un moment, c'est aussi d'aller chercher des producteurs, même si on ne les appelle pas forcément producteurs, qui sont, je sais pas, dans le monde de l'éducation, où le numérique va jouer un grand rôle, de l'urbanisme. Est-ce qu'il y a cette volonté-là, ou est-ce que vous voulez quand même plutôt rester dans le monde de l'audiovisuel? En fait, je pense qu'on est, on est un peu le reflet de la manière dont aujourd'hui on travaille au sein de cet artisanat. Je pense qu'on revendique tous énormément cette notion d'artisanat. On est entouré d'industries, mais on ne se comporte pas comme une industrie, on n'en est pas une. Et je pense qu'on continue d'avancer dans notre artisanat. Et d'ailleurs, la complicité qu'il y a entre les différents membres de PXN, le fait qu'on soit plus des compétiteurs que des concurrents, qu'on partage nos expériences, qu'on développe en fait de la latéralité dans nos attitudes, fait que très naturellement, les gens qui, comme nous, explorent des nouvelles narrations, qui vont mettre au cœur de la problématique non seulement l'histoire qu'on raconte, mais l'expérience qu'on fait vivre, en fait, quel que soit le secteur, quelle que soit la destination, c'est effectivement des producteurs d'expérience qui ont vocation à rejoindre PXN, tout simplement parce que je pense que c'est un des endroits où ils se sentiront le mieux représentés. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a énormément de secteurs qui s'ouvrent à cette narration, on va dire, nouvelle, à ces nouvelles écritures narratives. Et pour nous, il n'y a aucune limite dans le fait d'accueillir des producteurs d'expérience. C'est pour ça qu'on s'appelle producteur d'expérience numérique. Et ça a été... le choix des mots a été vraiment très important. Donc oui, on a vocation à accueillir beaucoup de gens très, très différents les uns des autres. Mais là où on se retrouve tous, c'est que, on a besoin de mélanger nos pratiques et nos réflexions. On est un think and do tank, comme disait Jérémy, et on est à la fois en train d'essayer, comme beaucoup d'autres, et il suffit d'écouter David ce matin, par exemple, David Dufresne, ou d'autres, porter à haute voix leurs réflexions pour comprendre qu'on est tous en train de réfléchir, les diffuseurs, les producteurs, les auteurs, etc. Et toi aussi, Benjamin, excuse-moi, mais tu es quand même parmi nous et tu
contribue de façon très importante à ce qu'il y ait une réflexion portée sur les nouvelles écritures. Et du coup, je pense que voilà, on a juste vocation à être bien plus large que simplement les producteurs qui travailleraient pour des diffuseurs. Alors, je voudrais parler d'abord du sync et après du do. Alors, sur le sync, comment vous envisagez justement cette réflexion un peu collective? C'est en posant des moments, en partageant des ressources, Comment vous imaginez ça? Si vous de façon déjà. artisanale, comme beaucoup de choses qu'on fait. Non, pour l'instant, la manière dont ça se construit petit à petit, c'est qu'il y a un conseil d'administration, comme dans une association classique, qui se réunit tous les mois, qui réfléchit sur différents sujets, qui est, on va dire, d'une certaine manière à la disposition des acteurs du secteur, que ce soit les syndicats de production audiovisuelle, les institutions publiques, les organismes de financement, pour réfléchir collectivement. On définit, nous, des sujets qui nous semblent assez prioritaires et qui ont notamment participé aux discussions au moment de la création de la SOS. Et ensuite, l'idée, ça va être on est aussi en train de rencontrer des gens pour leur dire bonjour, voilà, on existe, on s'est structuré, on pense que c'est important d'aller vers là, est-ce qu'on peut en discuter? Et là, on aimerait bien aussi, comme on a eu l'opportunité de le faire ici, de pouvoir avoir des discussions un peu plus élargies aussi avec nos homologues étrangers. Donc de se dire, à chaque événement, on essaye de se voir, de partager nos expériences sur un sujet. Et évidemment, c'est pas le but premier de la SOS, mais ce qui se passe aussi, c'est que d'un coup, on met en commun de façon beaucoup plus régulière qu'est-ce qu'on vit, comment on l'a géré, tel ou tel problème, telle ou telle question qui s'est posée. Non, mais j'ajoute juste, c'était très bien. J'ajoute juste un point sur l'international, c'est que l'idée, c'est aussi, et c'est parce que c'est l'occasion ici, qui est un marché international, de rencontrer d'autres acteurs étrangers. C'est aussi l'occasion de peser sur des organes de décision qui sont internationaux. Je pense à l'Europe en priorité, mais voilà, donc, et notamment sur des mécaniques d'aide qui sont en évolution, qui sont potentiellement fragilisées et sur lesquelles on est très vigilant et sur lesquelles on veut peser. Est-ce que vous avez d'ailleurs connaissance de regroupements similaires ailleurs? Je sais qu'il y a nos amis canadiens qui avaient publié un manifeste à un moment, mais je ne sais pas s'ils sont structurés à ce moment-là. Est-ce que c'est la première expérience comme ça, XL? Oui et non. En fait, au Canada, il y a l'API, qui a été une grande source d'inspiration, qui est l'association des producteurs interactifs. Ils n'ont pas tout à fait le même mode de fonctionnement parce que, on va dire, contrairement à la manière dont ça fonctionne en France, au Canada typiquement, il n'y a pas vraiment de barrière de métier, c'est-à-dire que il y a moins les syndicats qui défendent des intérêts d'une branche et des gens qui discutent le coup. C'est des associations plus larges, donc oui, d'une certaine manière, ça existe. Après, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans le sens où ce qu'ils font n'est pas tout à fait ce qu'on s'apprête à faire. Ouais, je crois que même à l'époque où donc il y a eu ce manifeste canadien qui faisait suite à des problèmes obscurs de publication de rapports divers et variés, je crois que eux-mêmes étaient relativement déçus entre guillemets des conséquences de ce manifeste. Donc ils en attendaient davantage et des retours qu'on a eus de cette association de leur part, de fait ils sont très intéressés. Évidemment ils souscrivent complètement à cette action. Super. Alors, parlons un peu du do. J'imagine que vous allez avoir beaucoup de longues discussions avec vos différents partenaires, tout d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc, à la limite, on va commencer par le plus évident, les institutions financières. Tout à l'heure, on aura nos amis du CNC, mais pas que. On aura aussi nos amis canadiens, belges, allemands et suisses. Bref. Je poserai la même question au CNC d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils attendent des discussions avec PXN, mais qu'est-ce que vous attendez de la discussion avec le CNC par exemple? Je pense qu'il y a 3 axes majeurs, en tout cas prioritaires, on va dire. Ça évoluera sans doute au fur et à mesure. Mais le premier, pour nous, c'est de démultiplier les investissements. C'est-à-dire que la proportion, et c'est au sens large, c'est-à-dire que ce n'est pas le CNC en particulier, c'est vraiment les investissements publics dans le secteur du numérique. Aujourd'hui, le pourcentage que ça représente nous paraît pas suffisant.
Et donc il y a une volonté de dire comment est-ce qu'on peut faire le plafond de verre dont parlait Arnaud, il est aussi là. C'est de dire il y a des rétrécissements budgétaires dans toutes les institutions publiques, mais il faut vraiment faire attention à pas toucher à ces secteurs-là parce que ceux-là sont en croissance et cela nécessite d'être en croissance. Le deuxième aspect, c'est d'adapter, ça c'est vraiment assez urgent, d'adapter les systèmes existants aux spécificités de notre métier, parce qu'aujourd'hui on va dire qu'on s'inscrit dans des zones qui ont été prédéfinies pour la télévision et qui a sans doute des ajustements à faire. Et je pense que le troisième point pour nous, en tout cas, c'est de faciliter la collaboration internationale. C'est des choses qui sont déjà en œuvre au CNC, mais l'idée c'est plutôt de pouvoir les aider à pousser et les aider à faciliter ces évolutions. Alors maintenant, les diffuseurs, qu'est-ce que vous voulez discuter avec nos amis, alors soit ceux avec qui vous avez l'habitude de bosser, mais pas forcément d'ailleurs, peut-être aussi susciter des investissements chez des médias qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce genre de démarche. Qu'est-ce que vous attendez des relations avec les diffuseurs ? Un point important dans cette idée d'avoir de ces relations avec les diffuseurs, c'est que très clairement dans la tribune de PXN, il y a aussi, c'est un plaidoyer pour un service public du numérique. Et beaucoup des producteurs qui sont là donc travaillent avec le service public. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir mettre au service du service public l'expertise qu'on a pu obtenir au fur et à mesure de ces productions. Alors venant de sociétés qui, comme Agathe Film ou la Générale de Production, sont à la base des sociétés de production audiovisuelle, mais aussi de studios transmédia comme Small Bang ou Kids Up Hill, de sociétés qui à la base étaient vraiment des agences comme Upian, et de pouvoir faire bénéficier de cette expertise-là, de l'ensemble des projets qu'on a pu faire pour des partenaires qui sont aussi bien d'autres chaînes de télévision que des applications ou des projets dans lesquels il n'y a pas de financement public, et de pouvoir les faire remonter aux différents acteurs, et spécialement du service public, pour définir ensemble des objectifs et des process qui permettent de présenter des œuvres de meilleure qualité et qui correspondent aux attentes du public. Puisque le sentiment que l'on a aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, s'il y a un très mauvais film qui sort au cinéma, le cinéma ne s'arrête pas. Si vous sortez un très mauvais projet transmédia, tout d'un coup, vous pouvez avoir l'intégralité d'un pan de financement d'une chaîne qui disparaît parce qu'on va considérer que en fait, ça n'a pas du tout marché. Et il faut laisser le temps au projet de mûrir. Et surtout, il faut capitaliser sur l'expérience de ce secteur. Et donc voilà, on espère aussi vraiment pouvoir se mettre au service des diffuseurs sans intervenir dans leur stratégie, mais au moins essayer de discuter avec eux de ce qui nous semble le plus effectif. On a dit qu'on essaierait d'intervenir dans les stratégies. Mais... Juste, si je peux ajouter quelque chose, je pense que ici au Cross Video Days, on voit bien en fait la réalité de notre écosystème. C'est qu'il y a d'innombrables porteurs de projets, quelques producteurs et 2 diffuseurs. Et en réalité, c'est une pyramide avec la tête en bas. 2 diffuseurs, ils sont presque assis côte à côte dans la salle. Mais ce que je veux dire, c'est que PXN, parce qu'on dit aussi PXN, il y a des débats, est-ce qu'on dit PXN ou PXN, je vous laisse juger. On pourrait faire un vote sur Internet si on était genre. Mais en fait, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour que demain, il y ait considérablement plus de producteurs qui peuvent porter haut les projets qui sont venus, qui sont ici présentés. Nous, on est dans des goulots d'étranglement les uns et les autres qui sont importants. Et en plus, on n'a pas forcément des capacités de production gigantesques. Et surtout, il y a 2 diffuseurs qui sont activement impliqués par rapport à la production numérique. Il y a un fonds majeur qui est le CNC. Et ensuite, il y a des aides régionales et quelques petits acteurs. Ça s'arrête là. Donc, PXN, c'est aussi une structure associative qui a vocation à accueillir des nouveaux acteurs, à accompagner ce mouvement d'élargissement des expériences numériques. Et qu'on le veuille ou non, d'ici 20 ans, ce sera fait. Et on va plutôt le faire tous ensemble que chacun atomisé, chacun de notre côté. Je pense que c'est un peu ça le sens de notre démarche.
Et notamment parce que, d'une certaine manière, il y a un besoin. C'est-à-dire que quand on se plaint tous d'une fracture générationnelle, du fait qu'on n'arrive plus à toucher les jeunes, qu'on adresse des contenus qui ne sont plus regardés notamment en télévision ou ailleurs, c'est vrai que là, on a des plateformes qu'il faut exploiter avec des langages qui sont spécifiques, mais s'il n'y a pas les moyens qui vont avec, bah forcément, ce sera limité. Quand je parle de moyens, c'est non seulement les moyens de production, mais les moyens de diffusion, et donc le savoir-faire en matière de diffusion qui est absolument central aussi. Juste pour terminer là-dessus, là on parle des diffuseurs, mais en fait il faut que cette action et ce discours il soit aussi entendu par l'État et par les ministères de tutelle, puisque c'est eux qui définissent en fait les axes et les objectifs des diffuseurs du service public. Et ça, très clairement, on espère pouvoir rencontrer les différents ministères concernés, puisque en fait, on ne peut pas avoir une approche du numérique seulement sous l'angle de la technologie et un angle industriel. C'est extrêmement important, c'est indispensable d'avoir aussi une politique culturelle numérique. Et à terme, des diffuseurs privés aussi et de nouveaux entrants qui n'existent peut-être même pas encore ou qui ne savent pas encore que ça va devenir leur métier. Alors, juste... ah non, j'avais failli zapper une question, parce que j'aurais voulu quand même parler des auteurs, justement. Comment vous positionnez par rapport aux auteurs? Est-ce que vous avez vocation à intégrer un peu leurs préoccupations et à vous faire les porte-parole des auteurs? Est-ce que vous appelez à la création d'un équivalent à AXN? Comment vous positionnez par rapport à eux? C'est bien connu que les producteurs préemptent les droits des auteurs et les déconsidèrent. Non, mais en fait, ce qui est amusant, ça rebondit un petit peu sur la question qui a été évoquée ce matin, c'est-à-dire que ce soit David Dufresne ou quelqu'un dans la salle qui posait effectivement cette question de l'intervention, ou en tout cas de la possibilité pour les auteurs de rejoindre cette association. C'est vrai qu'on répondrait qu'aujourd'hui, c'était pas envisageable, puisque c'était une association de défense de propriété intellectuelle, donc qui interrogeait des problématiques de producteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces écritures mobilisent les producteurs et les auteurs dans une démarche d'écriture qui est très collaborative, de la même manière qu'elle est très collaborative avec les diffuseurs. Donc évidemment qu'on est à l'écoute des problématiques des auteurs, évidemment qu'on est intéressé par cette prise de parole, on va essayer de mettre en place les canaux qui permettront de faire remonter ces informations depuis les auteurs vers l'association. Donc voilà, c'est des problématiques qu'on prendra en compte évidemment. Mais si ça peut permettre à la SCAM et à la SACD de renforcer leur pôle d'expertise sur le numérique, nous on en sera ravis. Juste pour compléter, en fait, quand on a monté PXN, beaucoup d'entre nous, et moi le premier, on a adhéré à un syndicat de producteurs. Et je pense que ça, c'est vraiment très important, c'est qu'on s'inscrit dans un écosystème, mais on ne vient pas faire un travail syndical, on fait un travail associatif. On motive et suggère énormément aux adhérents d'adhérer. Et en fait, le travail de réflexion qu'on fait, il a aussi vocation à nourrir la position des syndicats de producteurs. Et de la même manière, chez les auteurs, en fait, il pourrait y avoir une structuration un peu équivalente, c'est-à-dire qu'il y a déjà un paysage syndical chez les auteurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une association en pointe sur ces questions-là d'auteurs? Alors du coup, avec qui on pourrait dialoguer? Eh ben oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des producteurs dans la salle qui sont définitivement convaincus qu'ils doivent rejoindre PXN? Ce serait bien. Ah non, dommage. Ah, bien. Ouf. Désolé parce que sinon je pensais que mon effet était quand même vraiment pourri. Donc je suis ravi qu'il y ait au moins une personne, c'est déjà ça. Un à la fois, hein, comme on dit, c'est comme l'audience sur Internet, l'un après l'autre. Les autres sont déjà membres, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Ou alors c'est la franc-maçonnerie, alors tu le dis pas trop. Alors, par exemple, pour monsieur qui veut rejoindre PXN, à quoi il peut s'attendre en fait en rejoignant l'association? Est-ce que vous aussi vous avez des systèmes, vous imaginez, parrainer les membres, les accompagner, je sais pas, leur donner des conseils, passer un peu de temps avec les nouveaux membres? Est-ce qu'il y a cette volonté aussi à un moment d'accompagner peut-être ceux qui ne sont pas spécialistes de la chose à faire une espèce de transition vers ces nouveaux métiers? Ce sur quoi on s'est tous accordés quand on a monté cette association, c'est que il était important que les producteurs adhèrent pour apporter quelque chose à l'association, avant tout. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va collectivement apporter, on l'apporte au secteur sur lequel on travaille, mais l'idée, c'est pas de faire bénéficier un petit nombre de privilèges.
Donc ce que l'on va essayer de mettre en place, je pense, c'est des rapports un peu fréquents sur des états du secteur, de pouvoir remonter les questions qui vont être soulevées par un certain nombre de membres qui vont nous sembler extrêmement importantes, par exemple du point de vue juridique. Mais voilà, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est fondé sur la solidarité des producteurs entre eux au service de la transition numérique de notre société et de l'industrie audiovisuelle. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de notion de coaching à proprement parler, et très factuel, mais évidemment qu'il y a de la solidarité, évidemment qu'on partage des avis, une connaissance, une expertise. Ouais, on partage nos expériences, on peut pas faire de la formation et de l'accompagnement. J'imagine. Mais l'idée, c'est que les gens aient accès aux discussions qu'on a, et accès à de l'information sur les rendez-vous qu'on a, puissent soumettre des propositions de sujets à débattre ou d'actions à mener. C'est vraiment et puis ça va se structurer petit à petit aussi. Je souhaite juste souligner que comme la plupart de nos projets, PXN n'a pas de modèle économique et que donc adhérer à PXN est en fait un acte assez désintéressé, mais en fait on est fort de nos membres et de nos adhérents. Voilà. Super. Alors, on va prendre un peu le temps quand même pour les questions du public. Qui a plein de choses intéressantes à nous demander? Oui, ici. Tout de suite. Si vous voulez vous présenter, même en anglais ça marche, comme ça on sait qui vous êtes pour parler. Merci. Hi, I'm Elazar Cabrera. Bon, je m'appelle Elisa Cabrera, je suis de Londres. J'ai créé Digital Associators, qui est une association pour les créateurs, les auteurs qui travaillent sur le web. J'ai fondé Digital Credit UK, qui est une sorte d'association de créateurs, d'écrivains et d'auteurs sur le web. Donc je pense que c'est une structure qui ressemble un petit peu à la vôtre. Je voulais revenir à ce que vous disiez sur le rôle de l'administration de l'État. La seule raison d'impliquer l'État, c'est d'obtenir leur soutien pour augmenter la bande passante, pour donner un meilleur accès au public. Mais en fait, je pense qu'il n'est pas judicieux d'avoir trop d'intervention de l'État dans la création de programmation pour le web et le numérique. Justement, un des avantages de travailler sur le web, c'est que vous êtes totalement libre. C'est votre vision. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux idées de l'État, comme est un peu la situation avec le cinéma et quelques domaines à la télévision. Ah, c'est une vision assez intéressante d'un point de vue culturel. L'anglais, il n'y a aucun souci, tu parles très bien anglais en plus. Je suis très impressionné. C'est le jury francophone, Jérémy, il faut l'excuser, il est à fond là. I think we clearly don't have. Je pense que nous n'avons pas la même vision de ce que signifie l'intervention de l'État et la relation avec le contenu. Nous avons l'habitude de cette intervention et nous nous sentons plus à l'aise avec cette intervention, même si l'idée n'est pas de leur donner l'unique dirigeant, l'unique décideur dans tout ce système pour l'Internet. Et nous voulons préserver cette liberté sur Internet. Mais jusqu'à maintenant, notre expérience nous montre que lorsque les moyens sont mis à notre disposition, la création de différents moyens Ultimately, to have also. Je pense que les organismes de l'État encouragent l'investissement dans ces médias. Est-ce qu'il y a... Non? Ah oui, ici au centre. Bonjour, je suis Gaël Châtelain, directeur délégué au contenu de l'INA. Et je suis un peu surpris parce que vous parlez beaucoup de public. Donc il se trouve que j'étais dans le privé, maintenant je suis dans le public.
Et je trouve super intéressant ce que vous dites en tant qu'association. Donc vous aurez peut-être un prochain adhérent bientôt. Par contre, quelle est votre démarche pour motiver les diffuseurs privés pour investir et diffuser? Parce qu'on a fait un appel à projet transmédia, on avait un peu l'impression que le transmédia reste un peu un monde de poètes. Et la poésie, on le sait bien, ça ne se vend pas beaucoup. Donc qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens-là? Merci pour votre question, ça va nous permettre d'être un peu d'éclaircir les choses là-dessus. Je pense qu'on est né de deux parents qui sont avec lesquels on peut avoir tendance à se disputer. Je pense que le transmédia, c'est l'enfant terrible du marketing et de la télévision. C'est Walt Disney qui a posé les grammaires les plus solides qui tiennent encore aujourd'hui sur les dispositifs transmédia. Il y a des dizaines d'années maintenant. Et je pense que le fait que les œuvres qui sont soutenues par les pouvoirs publics, les œuvres créatives, n'aient pas de visée marketing. Et la preuve qu'on explore bien des écritures. Je pense que par rapport à ça, l'univers du privé, en termes de diffuseurs, n'est pas massivement, et en France, qu'en France, n'est pas massivement investi dans les dispositifs transmédia, parce que, précisément, il ne s'intéresse pas à l'extension des univers narratifs, contrairement à très peu. Sinon, ils font des dispositifs. On peut peut-être faire... Non, mais c'est extrêmement intéressant comme débat. Et peut-être on peut demander s'il y a quelqu'un d'une chaîne privée française ou pas qui est dans la salle et qui veut prendre la parole. Moi, je trouve que l'échange serait intéressant par rapport à ça. Ou il n'a pas le droit, ou pas le droit peut-être. Il peut parler parce que lui, il a eu une grande expérience chez Canal et TF1. Je peux me permettre de le dire, Gaël. Je peux juste dire quelque chose. Le principe, c'est deux combats, on va dire. Il y a un premier combat qui est le service public, historiquement en France, s'est emparé des médias en considérant que les diffuseurs privés n'avaient pas systématiquement pour mission un certain nombre de choses qui étaient d'informer le public d'un certain nombre de choses qui n'avaient pas forcément les mêmes vocations commerciales. On l'a fait pour la radio, on l'a fait pour la télévision, et la première ligne, c'est de dire il faudrait que on s'empare de ces nouveaux canaux de la même manière qu'on s'est emparé des autres. Et il y a un deuxième pan. Pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, et c'est pas on va dire qu'il y a pas tellement de hiérarchie, mais oui, il y a un deuxième pan qui est qui et comment on peut inciter les diffuseurs privés à s'en emparer, soit par du lobbying, par l'amélioration peut-être des projets qui leur sont présentés, ou par la création de nouveaux départements, ou par des actions politiques aussi, parce que dire il faut une politique du numérique, c'est aussi dire peut-être qu'il faut inciter ces diffuseurs privés aussi à envahir ces nouveaux canaux de diffusion. Merci beaucoup. On a duré un tout petit peu plus longtemps le temps que notre lauréat Merci d'avoir été si brillant. Beaucoup. Merci à tous les 5. Longue vie à PXN. Il y a des tribunes, si vous voulez récupérer. On a la tribune imprimée. En fait, on a fait paraître la tribune qui est la position de PXN dans le monde. Absolument. Il y a en mai. Dans le monde, le journal, pas dans le monde. Le journal, pas dans le monde. D'accord, non, c'est important parce que. Et cette tribune. On va voir qu'il y a un peu mégalo. On pourrait s'en inquiéter. Elle est dans le monde aussi. Ah oui, aussi, ok. Et cette tribune est donc accessible, je sais pas où. Margot, elle est accessible où? Margot. Sur le monde.fr pour les abonnés. Et pour le coup, ça marche pour les abonnés. Merci infiniment à PXN. Merci beaucoup.